Bon, ce théorème étant un des résultats les plus utilisés en univers, et très simple, nous allons le démontrer. Et il n'y a pas tellement d'autres choix. Pour définir t, il faut passer par d, donc on va prendre x dans d, x dans x, pardon. Il existe donc une suite xn dans d qui va converger vers x. Et ce qu'on aimerait faire, c'est dire que t de x, c'est la limite de t de xn. Donc cette limite doit exister. On est dans un espace de Banach. Il suffit de montrer qu'elle est de Cauchy. Et de toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on veut précisément définir la limite de l'objet t-il comme étant une limite. Donc on ne le connaît pas a priori, on ne peut pas utiliser la définition. Donc on a cette suite-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde t de xn en t de xm. En ordre. Ils sont dans D tous les deux et T linéaire. Donc ça, c'est T de xn moins xn. Et puisqu'on est dans D, ça c'est plus petit que c'est xn moins xn. C'est là qu'on utilise que D est un espace vectoriel. D'accord? Et donc maintenant, si je prends epsilon positif, il existe un grand N, tel que si M et M sont plus grands que grand N, xn moins xn est plus petit que epsilon, et donc t de xn moins t de xn, si je divise par c, ça c'est plus petit que epsilon. Et voilà, t de xn est de Cauchy. C'est une suite dans Y complet. Donc limite de t de xn existe. Et évidemment, on aimerait définir t de x, t tilde de x, comme étant limite de t de xn. Mais ça, ce n'est possible que si, en prenant une autre suite qui converge vers x, j'obtiens la même limite. Enfin, allons-y, prenons une deuxième suite. X' à d, que x' tend vers x. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir t de xn et t de xn. On veut montrer que ça va tendre vers quelque chose, ça va tendre vers quelque chose. On veut montrer que c'est la même limite, donc que la différence tend vers 0. Et on utilise exactement la même chose que ci-dessus. Donc ça, c'est plus petit que... On réécrit ça comme t de xn moins xn, donc c'est plus petit que xn moins xn. Là, c'est une norme dans x, peut-être que je pourrais le préciser. Où sont les normes? Y. Donc ça tend bien vers 0. Donc, limite de t de xn égale limite de t de xn. Et du coup, on peut appeler ça t tilde de x. Et maintenant, il faut vérifier que ce t tilde vérifie bien les différentes propriétés annoncées. Et la première est une évidence. On pose xn égale x pour tout n. Si x appartient à d. Et donc, on va avoir t de x qui est t de xn. Ça tend vers t tilde de x. Donc, on a bien t de x égale t tilde de x. Donc, le point petit 1 est démontré. Qu'est-ce qu'on affirme d'autre? Que c'est linéaire, ça c'est également essentiellement une évidence. On passe à la limite. On prend
x, y dans x, on prend xn, yn dans D, donc xn tend vers x, yn tend vers y, on prend lambda mu dans C, pourquoi on n'a aucune importance ici, ça marcherait avec n'importe quel corps, et lambda t de lambda xn plus mu yn, d'une part c'est lambda t de xn plus mu t de yn, par linéarité parce que là on est en D, et que t est linéaire sur D, et maintenant on passe à la limite. T de lambda x plus mu d'un côté et de l'autre, combinaison linéaire. Une limite, c'est la limite des combinaisons linéaires. X lambda t de x plus mu t de t linéaire. Quant à la continuité, c'est simplement la continuité de la norme. On a t de xn petit que c xn, là on est dans y, là on est dans x, on fait tendre n vers l'infini. Ça tend vers t de x, ça tend vers c dans le x, et donc les inégalités sont préservées. Donc ça marche par continuité des normes. Alors, en guise d'application, donc ça doit être troisième partie. On va regarder la convolution de L1 dans LP. Et on va montrer par la même occasion qu'on va arriver dans LP. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre F dans L1. Et G de L dans L1 inter LP qui est dense dans LP tout simplement on fait une opération qu'on a déjà fait plusieurs fois. Je rappelle que notre mesure est supposée sim infinie, donc on va en tronquant G à la fois en valeur densité, c'est simplement, si vous prenez G dans LP, vous posez Gn égale G1 oméga n, 1 G n, avec oméga n, une suite croissante tend vers 1, vers oméga, et de mesure finie. Ça converge vers G dans LP, quand vous le faites tendre N vers l'infini, et comme c'est une fonction bornée de mesure sur un support de mesure finie, c'est dans L1. Donc, notre partie dense va être L1 inter LP. L'opérateur qu'on va considérer, c'est T, G, c'est F convolé avec G, et comme G dans L1, ça c'est bien défini. On a T de G de X, c'est intégrale de F de T, G de X moins T de T, pour presque tout X. X presque pas. Et maintenant, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'appliquer l'inégalité de Minkowski. La norme de TG dans D est plus petite que l'intégrale de F de T, G de X moins T dans LP. Alors attention, la norme LP ici, c'est par rapport à la variable X et T. Donc je vais noter X, et la variable T, c'est la variable d'intégration. Certains
auteurs préfèrent noter ça avec un point. Bon, et puis ça, c'est évident, c'est tout simplement intégrale de f de t, puisque ça, c'est un scalaire. Dans cette norme. Et donc, ça sort avec une valeur absolue. Quant à g de norme de g de x point t, la norme LP est invariante par translation. Donc, le théorème de prolongement de Banach que nous venons de démontrer, le théorème de prolongement dit que si f appartient à L1, g appartient à LP, f convolé avec g est bien défini, et on a f convolé avec g dans LP qui est aussi que norme de f1, norme de g. Alors, juste pour conclure, je vais passer rapidement. F convolé avec G n'est pas défini comme ceci. D'accord? Ça, c'est vrai quand G est dans L1 inter-LP. Quand G est simplement dans LP ou pas dans L1, il faut passer par la limite. F convolé avec G, c'est la limite quand n tend vers l'infini. Alors celle-là ne sert à rien en fait, tout simplement parce que log est inclus dans L1 log, grâce à Euler. Donc, ça va être l'intégrale sur RV de f de t g de x moins t qu'il faut tronquer. Hein. Alors, sur RD, non, oméga m, c'est simplement la boule entre 0 et de x moins t dt. Alors ça, c'est un peu désagréable à manipuler. Il vaut mieux l'écrire en faisant le changement de variable là-dedans. f de x moins t, g de t, a la boule de centre 0 et de rayon m dt. C'est-à-dire la limite sur les t de norme plus petit que m de f de x moins t, g de t dt. Ça, c'est la limite dans LP. Attention, ce n'est pas une limite ponctuelle. Donc, ce que vous allez avoir, c'est qu'il existe une suite NK, telle que vous ayez également limite presque partout. Mais ça, c'est grâce au théorème de convergence dans LP. Une suite qui converge dans LP à une sous-suite qui converge presque partout. Vous n'avez aucun contrôle sur cette sous-suite. Pour ça, il faut savoir un peu plus de choses sur ces deux fonctions-là. C'est une limite dans LP. Donc l'opérateur de convolution est toujours bien défini. C'est toujours un opérateur linéaire continu. Simplement, il n'est plus défini par une intégrale, mais comme une limite intégrale. Il faut faire attention à ce point-là. Et les propriétés, toutes les propriétés qu'on a pu voir, c'est que f convolé avec g, c'est g convolé avec f. Si vous posez taux a f égale f de t moins a, ben vous allez avoir taux a f convolé avec g, c'est taux a de f convolé avec g. C'est un opérateur invariant par translation. Peut-être qu'on ne l'a pas fait jusque-là, mais c'est une évidence par un changement de variable
immédiat, vous faites vous avez f de t moins a ici, vous faites s égale t moins a, ça va vous sortir t c'est s plus a, et que sinon vous avez bien x moins a. Donc ça c'est trivial, etc. Toutes les propriétés du cas LP convolé avec LP' restent vraies. Alors attention, pas le fait que vous tombiez dans C0, vous tombez dans LP. Donc voilà pour la convolution de L1 inter LP et de L1 croix LP. L1 convolé avec LP, vous tombez dans LP. Nous allons voir dans un chapitre suivant qu'en fait, on peut convoler LP avec LQ pour certains P et Q. Et on va tomber dans un espace LR, et c'est l'objet du prochain chapitre.